Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Pierre qui va nous expliquer un petit peu son parcours. Pierre, c'est un véritable exemple pour moi. Je pense que ça peut l'être pour beaucoup d'entre vous. Pierre, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais et nous parler de ton parcours? Ok, bien sûr. Alors bonjour à tous. Alors moi, c'est Pierre, j'ai 20 ans et j'ai un business en ligne depuis maintenant 2 ans. Donc ça fait 2 ans que j'ai mon business en ligne. J'en vis depuis, on va dire que je peux en vivre depuis maintenant novembre 2019. Ok. Donc voilà, pendant 2 ans, j'ai eu une longue période où malheureusement, j'avais aucun résultat. Je cherchais un peu à gauche, à droite, qu'est-ce qui me plaisait vraiment, qu'est-ce qui me correspondait vraiment. Et on va dire que c'est qu'à partir de novembre où j'ai compris un petit peu déjà comment fonctionnait le business, premièrement, mais surtout qu'est-ce qui me passionnait vraiment et qu'est-ce qui me donnait envie chaque matin de me lever et de me dire, OK, voici l'objectif que je veux atteindre aujourd'hui et voici comment je vais pouvoir l'atteindre. Donc c'est vrai que voilà, ça a été une longue période pendant à peu près 1 an et demi, de mars 2018 quand j'ai créé ma société, quand j'avais 18 ans, à novembre 2019. J'avais pas beaucoup de résultats. On va dire que mes résultats s'élevaient à peu près à 700 euros maximum par mois. Donc c'était Ok. des petits mois. Et, euh, et donc c'est vrai que pendant cette période-là, j'avais beaucoup de doutes, je pense, comme beaucoup de personnes qui se lancent aujourd'hui. C'est vrai que quand on se lance aujourd'hui, on est un peu attiré par plusieurs business. Moi, c'est vrai que j'ai fait de la formation, puis du coaching sur les influenceurs Instagram. Puis ensuite, j'ai commencé aussi à me pencher vers le community management, puis le dropshipping. Donc, c'est vrai que j'étais un peu dans tous ces axes-là, comme beaucoup de personnes, je pense, qui souhaitent se lancer. On a tellement de possibilités qu'en fait, on n'arrive pas à se canaliser sur un seul business. Mhm. Et donc, ça a été ça pendant à peu près 1 an et demi. On va dire qu'aussi, le principal problème, c'est que personnellement, je vendais très peu cher, mais je n'avais pas de communauté. Ok. Donc Donc, forcément, forcément, ça fait voilà, des petits chiffres. forcément, quand on veut atteindre des chiffres qui soient un minimum, on va dire, intéressants, quand on n'a pas de communauté et que j'utilisais la plateforme 5 euros avec des formations que je vendais à 5, 10 et 15 euros, et quand c'était 15 euros, c'était pour 1 heure et demie de formation, Ok. automatiquement, c'était un peu compliqué, on va dire, de se développer et c'est ce qui faisait que je plafonnais beaucoup. Donc, on va dire, pendant ces 1 an et demi, ça a été beaucoup de remise en question. Est-ce que c'est fait pour moi? De toute façon, je savais que je voulais être libre. Et je me disais peut-être, bon, peut-être que je vais rentrer dans un boulot classique, je vais mettre de côté, j'investirai dans l'immobilier. Et au lieu d'être indépendant à 20 ans, je le serai peut-être à 30 ou 35 ans, on va dire. Mhm. Donc, j'avais même cette vision-là de me dire, OK, est-ce que j'arrête ou pas, tellement que on va dire que je galérais clairement sur mon activité. Et, euh, et c'est vrai que le mindset a fait beaucoup parce qu'à chaque fois, je me disais, dès que je partais vers une branche plus salariale ou plus de ce que je voulais faire, mis à part l'entrepreneuriat, j'avais toujours cette petite voix qui me disait, ah ouais, mais regarde, si tu fais comme ça, peut-être que ça fonctionnera. Et donc, je repartais dans l'entrepreneuriat. J'ai dit, OK, bon, j'arrête cette idée du salariat, je repars dans l'entrepreneuriat. Et ça a été ça pendant 1 an et demi. Ok. Clairement, voilà, ça a été. Et voilà un petit peu, on va dire, c'est 1 an et demi de recherche, on va dire, sur ce qui me passionnait vraiment. Et jusqu'au jour où j'ai lu, alors je n'ai pas le livre ici, mais c'est le seul livre que j'ai lu de ma vie, que j'ai terminé. Ok. C'est le livre de Mathias Mazur, Les 30 règles d'entrepreneur ou les 30 règles d'or d'entrepreneur, il me semble, un titre comme ça. Et quand je l'ai lu, j'étais en vacances, je me suis dit, en fait, il a raison. À chaque fois, je disais que c'était la faute de mes clients qui n'étaient pas assez qualifiés. Je disais que c'était la faute de ci, la faute de ça. En fait, le problème, ça venait de moi qui ne sélectionnais pas les bons prospects. Je n'avais pas mon avatar type. Je Mhm. n'avais jamais entendu parler de cette chose-là. Et, euh, et donc, je me suis dit, OK, maintenant, au lieu de dire que c'est la faute des autres, je vais remettre la faute sur moi. Et j'ai eu un déclenchement au fond de moi par rapport à ça. Et voilà, premier mois d'août, premier mois de septembre, je fais 900 euros. Donc déjà, petite évolution par rapport à avant, sachant que je faisais des mois à 700, des mois à 300, des mois à 0. Voilà, Ouais. ça calibre un petit peu. Et donc, à côté, pour aussi expliquer ça, j'étais aussi du coup en BTS. Voilà, donc j'avais ce côté entrepreneuriat et ce côté BTS. Donc, premier mois de septembre, je fais 900 euros. Mois d'octobre, je fais 500 euros. Là, je me dis, OK, j'ai pas dû travailler assez pour atteindre ces reprises des cours. Peut-être que c'était pour ça. Donc, encore une fois, je commençais à remettre un petit peu la faute sur d'autres Mhm. facteurs qui ne m'appartenaient pas. Tu laissais la responsabilité aux autres. C'est ça. Je me disais, OK, c'est peut-être la reprise des cours, le fait que j'ai ci, le fait que j'ai ça.
Et en fait, la finalité, c'est que du coup, je ne travaillais pas, donc j'avais beaucoup de temps pour travailler sur mon activité, mais je ne le faisais pas. C'est surtout cet aspect-là, en fait. Et je dirais aussi, ce qui a été un déclencheur, c'est bête à dire, hein, mais j'avais un loyer à l'époque qui était assez cher. C'est vrai que voilà, moi, je vis avec ma copine, donc on avait un loyer qui était assez cher. Et la rentrée 2019, on me dit, OK, au lieu de passer de 320 euros de bourse, tu passes à 250. Sans aucune raison. Ok. Voilà, Il j'ai faut que tu trouves perdu plus 70 d'argent. euros. Donc, du coup, je me retrouve avec un loyer cher, avec, on va dire, avec 320 euros de bourse. J'arrivais plus ou moins à toucher et donc avoir un peu de supplément et de pouvoir payer mon loyer, mais à 250, ça devenait compliqué avec la voiture. Donc, je me suis dit vraiment, à ce moment-là, il faut que je me bouge. Et arrive novembre où je fais mon plus gros mois, où je fais 2500 euros. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé entre avant et maintenant? Tout simplement, j'ai vendu plus cher. C'est-à-dire que ce que je faisais à l'époque pour 100, 200, 300 euros, j'ai décidé de le vendre au juste prix. Et petit à petit, j'ai remarqué que mes clients acceptaient. C'est-à-dire qu'au début, je vendais à 300, puis je me dis au prochain client, je vais vendre à 500. Le 500 disait oui. Donc je dis, bon, au prochain, je vais essayer 800. Il disait oui. 900, je dis oui. Et puis au fur et à mesure, comme ça, j'augmentais les paliers de mon prix les prix de mes prestations. Donc là, on est sur de la prestation, quoi? C'était de la prestation technique, c'est Là, de c'était du coaching. l'accompagnement, Là, du c'était vraiment coaching. du coaching. Ouais, je me suis dit, OK, moi, ce que je veux faire, c'est que je vais envie d'accompagner les personnes qui veulent créer un business parce que ça me plaît, ça me passionne. C'est vrai que c'est quelque chose qui est gratifiant à la fin. Quand on se dit, OK, cette personne-là, elle a atteint X euros, cette personne-là, elle a peut-être pu changer de vie aussi. Donc, c'est vrai que c'est gratifiant, ça. Mais le problème, encore une fois, que j'ai rencontré à ce moment-là, c'est que je ne demandais pas assez cher. Donc, les personnes n'avaient pas une assez grosse prise de conscience pour se dire, OK, il faut que je me bouge pour avoir des résultats. Ouais, ils Et n'étaient c'est pas là, assez encore une fois, engagés. voilà, l'engagement n'était pas assez, assez élevé. Et donc là, à ce moment-là, encore une fois, je me suis dit, OK, s'ils ne sont pas assez engagés, c'est qu'il faut que j'augmente mes prix. Ok. Même une personne, à titre d'exemple, qui a dépensé 1000 euros pour une formation, un coaching, et depuis janvier, je crois, il ne m'a plus jamais répondu. Je n'ai plus une nouvelle du tout de cette personne-là. Hmm. Donc, Et pour certaines personnes, ça fait pas, même 1000 euros, ça leur fait pas assez mal pour qu'ils viennent finalement. c'est ça. En plus, il habitait en Suisse, donc il avait une situation quand même qui était voilà, plus aisée qu'en France. Donc pour lui, ce n'était pas forcément un souci et l'engagement n'était pas là. Donc je me retrouve avec des clients qui au fur et à mesure abandonnent, alors que moi je me dis, OK, je me donne à 100% pour eux, ils abandonnent. Quelle est la raison? Ça a vraiment été ça mon raisonnement et c'est ce qui a fait qu'au fur et à mesure, j'ai augmenté mes prix. Et plus j'augmentais mes prix, plus je voyais que les personnes étaient là à travailler, à faire ce que je leur demandais de faire pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Hmm. Et ça a été un facteur qui m'a poussé vers le high ticket, effectivement. Ok. Donc, je vais revenir sur quelques trucs parce qu'il y a eu énormément d'informations hyper intéressantes. Premièrement, qu'est-ce qui t'a amené dans le domaine de l'entrepreneuriat de manière générale? Avant, ce que tu dis, à Ok. 18 ans, finalement, tu as fait cette transition. Est-ce qu'il y a des trucs avant qui t'ont amené à ça? Oui, bien sûr. Moi, je suis un grand, on va dire que à l'époque, j'étais ce qu'on peut appeler un timide. Ouais, un timide. J'étais plutôt timide. J'étais pas une personne qui aimait on va dire, me mettre avec des personnes parce qu'elles étaient influentes au collège ou même au lycée. J'étais pas attiré vers ce type de personnes-là qui, parce qu'elles étaient influentes, il fallait voilà, être avec eux, faire ce qu'ils faisaient, aller en soirée. Moi, c'était des choses qui m'intéressaient pas forcément. Et donc, très rapidement, je me suis mis dans le monde des jeux vidéo. Donc, le Ok. monde des jeux vidéo, pour moi, ça a été un des déclencheurs parce que dès l'âge de 13 ans, pendant que des personnes étaient en train de jouer au foot ou autre, moi, j'étais dans le développement web. Ok. C'est à partir de 13 ans que j'ai commencé à apprendre le HTML, le CSS, toutes les bases, on va dire, du développement web. Je créais des serveurs sur des jeux vidéo, je développais des sites. Donc, déjà, premièrement, ça a été un des facteurs qui m'a poussé un peu vers l'entrepreneuriat parce que je développais Tu avais des des produits. compétences. Enfin, Voilà, je développais des projets, je développais mes compétences et ça me plaisait bien. Ce côté où j'étais un peu voilà, indépendant à ce niveau-là. Euh, Également, je suis un grand rêveur, donc je rêvais beaucoup de pas mal de choses et j'ai très rapidement compris finalement que si je voulais atteindre mon objectif, c'était peut-être pas forcément avec le salariat qu'on le pouvait. Donc, automatiquement, je me suis dit, OK, donc j'ai des compétences en ça, j'ai pas envie d'avoir cette vie-là parce que je veux avoir cette vie-là. Comment faire pour lier les deux et atteindre mon objectif? Et Mhm. très rapidement, j'ai compris que c'était l'entrepreneuriat parce que c'était le seul moyen qui me permettait de pouvoir l'atteindre. Ok. Tu as parlé un tout petit peu, alors je me suis reconnu beaucoup dans ton parcours, hein. Je me rappelle, moi, quand j'étais
quand j'avais à peu près ton âge, je bossais à côté de mes études. Et même avec ça, tous les mois, dès que le loyer devait tomber, j'étais directement en négatif, tu vois, sur mon compte. Parce que j'ai pas eu l'aide de mes parents, parce que je voulais m'en sortir tout seul et tout. Ce qui a été une énorme leçon pour moi et qui m'a permis après de m'en sortir. Donc, je me reconnais bien là-dedans. Là, maintenant, du coup, tu as 20 ans. Donc, ça, c'était quand tu étais un peu plus jeune. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Parce que le but, c'est peut-être aussi de motiver les personnes qui nous regardent. En 2 ans, tu as fait un parcours énorme. Où est-ce que tu en es aujourd'hui, du coup? Alors aujourd'hui, du coup, le confinement m'a permis deux choses. Premièrement, la première chose que ça m'a permis, c'est tout simplement que ça m'a permis de me consacrer à 100% sur mon activité. Alors j'avais des gros soucis, j'avais pas Internet parce que pendant le confinement, je devais déménager et donc eux, ils ont coupé Internet alors que, non, alors que nous, on n'a pas pu déménager suite au confinement. Ok. Donc je me suis retrouvé sans Internet, mais j'avais quand même cette volonté de vouloir travailler et de vouloir quand même continuer à essayer de trouver une solution en utilisant mon forfait téléphone pour pouvoir faire des partages de connexion, pouvoir continuer à travailler. Et j'ai bien fait parce que c'était une période qui était vraiment très intéressante. Tout le monde était sur Internet. Tout le monde souhaitait digitaliser leur activité. Donc, déjà, le confinement m'a permis vraiment de développer mon activité. À côté, j'ai aussi rejoint donc l'équipe de Systemio en tant que coach business Mhm. pour accompagner des personnes dans la création d'une activité en ligne. Donc là aussi, c'était des personnes qui étaient du monde physique et qui se sont dit, mince, mon activité ne tourne plus. Hop, je vais me rabattre vers Internet. Donc, forcément, ça a augmenté mon activité. J'en reparlerai Et, après d'ailleurs. OK. Et donc, au fur et à mesure, j'ai développé deux axes aujourd'hui pour mon activité. Premier axe, c'est l'axe des coachings parce que c'est ce qui me passionne toujours. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment Ouais, parce que tu bien. prends du plaisir. Voilà, c'est ça. Je prends du plaisir. Mais c'est vrai que j'ai eu cette envie, il y a quelques temps maintenant, de faire passer le coaching en secondaire pour garder ce plaisir-là, justement. Sauf que voilà, du coup, si je passe ça en secondaire, qu'est-ce que je peux proposer en première ligne, on va dire. Et cette première ligne-là, c'est tout simplement de la prestation de service avec une agence. Parce que je me suis dit, OK, j'ai des compétences, j'ai pas de souci pour déléguer. J'ai une équipe, je connais des personnes voilà, avec qui ça se passe super bien, ce que je leur donnais à faire pour moi, ça va super, super bien. Donc, je me suis dit, OK, je vais contacter ces personnes-là. Je leur dire, est-ce que ça vous intéresse de rejoindre mon équipe? Donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc aujourd'hui, j'ai une équipe de 3 personnes qui travaillent avec moi pour mon agence. Donc, bien sûr, ce n'est pas les personnes qui travaillent pour moi, c'est des freelances. Donc eux ont leur activité à côté. Mais quand j'ai Ouais. besoin pour mon agence, je sais que je peux déléguer ça sans souci. Tu as des prestataires à qui envoyer tes Voilà, contrats et. c'est ça. Donc Ok. aujourd'hui, pour répondre à ta question, où j'en suis maintenant, en ce moment, je tourne entre 8 et 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ok. Donc pareil, Ça va. enfin, hyper inspirant pour des personnes qui commenceraient maintenant, qui se disent, enfin, qui vont abandonner dans les 6 premiers mois. Tenez le coup, quoi. Tenez le C'est coup ça. parce que les 6 premiers mois sont durs. Vous avez entendu Pierre, la première année et demie même a été compliquée. Et même si ça devait être compliqué les 2, 3 premières années, ça vaut le coup de s'y consacrer, d'y être à 100%. Et tu l'as fait aussi beaucoup par passion, hein, tu l'as dit plusieurs fois, mais tu étais vraiment dedans. Tu as envie d'apprendre, tu as envie d'y aller, de tester des trucs, voir ce qui marche, etc. Et ça c'est top. Tu as dit un truc intéressant aussi à l'instant, de faire passer le coaching en secondaire pour que ça reste un plaisir. Parce que du coup, c'est vrai que c'est un peu le côté sombre du coaching. Quand on a beaucoup, beaucoup de coaching, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps également. Et on se retrouve souvent sous l'eau et on n'a plus vraiment le temps de prendre soin de nous et de développer notre activité. Est-ce que c'est de ça que tu voulais parler un peu? Ouais, c'est ça, totalement. Totalement. Ok. Pendant le confinement, le fait que j'ai eu mes propres clients et les clients de Systemio, en fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes à accompagner. Et donc, c'est vrai que ce soit physiquement, que ce soit même mentalement avec les émotions, parce que c'est vrai que c'est des choses que des fois, on n'en parle pas forcément, mais les émotions au sein d'un coaching, c'est quelque chose Mm. qui est très fort et c'est quelque chose qu'il faut arriver à bien séparer. Donc, arriver à comprendre que, voilà, malheureusement, dans un coaching, et c'est pour ça que plus on a de monde, plus c'est fréquent, il y a des personnes qui ne vont pas forcément pouvoir réussir parce qu'elles ne vont pas se donner les moyens. Et si on prend trop à cœur ce côté-là du nous, on se donne à 100%, eux n'y arrivent pas, et donc c'est notre faute, très rapidement, on peut rentrer dans un rouage où on va tout le temps être dans le négatif. Et On se met enfin, on pense que tout est de notre faute et que du coup, on se met encore plus de pression et c'est de pire en pire. c'est ça, Mm. exactement.
Donc, c'est vrai que voilà, le coaching en secondaire, pour moi, c'est une bonne solution. Et puis, au fur et à mesure, l'idée, c'est aussi d'augmenter le prix pour que ça soit secondaire, mais que ça soit toujours, qu'on ait toujours le même nombre de personnes, mais que ça soit positif pour nous. Ok. Ouais, Dans le donc sens où, on trouve cet équilibre finalement avec, ok, je veux travailler avec peu de personnes, c'est l'avantage de faire du high ticket, c'est que vous n'avez pas besoin de travailler avec énormément de clients. On en a parlé hors caméra. Aujourd'hui, on est lundi. Pierre va faire ses coachings toute la journée et il n'en a pas forcément d'autres le reste de la semaine. S'il n'avait que cette activité-là, il pourrait se consacrer à ça toute la journée et passer le reste de la journée, enfin de la semaine, à faire du sport, à voyager, à faire tout ce qu'il veut. Il gagnera le même montant à la fin du mois. Après, il utilise ce temps pour monter son autre business, etc., parce que c'est quelqu'un d'ambitieux. Ok, hyper intéressant. Et je reviens du coup sur un truc aussi, c'est que, donc, en effet, tu as travaillé, ou tu travailles toujours d'ailleurs avec System.io en tant que coach business. Est-ce que ça a eu, est-ce que c'est intéressant pour quelqu'un de ton âge qui démarre, etc., de passer d'abord par, on va dire, le stade employé ou intrapreneur, ou enfin, peu importe comment on l'appelle, et d'utiliser le véhicule de quelqu'un d'autre pour se former, pour prendre confiance, etc. alors, euh, pour être 100% transparent, pour moi, Systemio, au début, je l'ai pris comme une opportunité. Il y a Aurélien qui m'a proposé une première coachée dans le domaine de la spiritualité. Donc, elle s'appelle Aimée. Si tu passes par là, je te fais, je te passe le bonjour. Et donc, avec elle, aujourd'hui, ça se passe super bien. On a atteint 2500 euros par mois, avec, voire 3000 euros, je crois, avec son activité en ligne. Donc, voilà, on m'a proposé cette première cliente-là. Puis, il y a eu le confinement. Le confinement a fait qu'au fur et à mesure, j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes. Donc là, forcément, très content, ça fonctionne, on m'apporte des clients. Je prends un pourcentage sur ce qu'ils payent. Je trouve que c'est quand même, voilà, c'est quand même C'était une bonne opportunité, ouais. une bonne opportunité pour une personne qui débute. Pour moi, c'est une bonne opportunité. Pourquoi? Parce qu'on lui ramène des clients. Donc, automatiquement, on lui permet de supprimer un peu ce côté, ce côté un peu peur du démarchage, d'aller démarcher des personnes. On leur apporte des clients. Ça peut lui permettre de faire ses premiers avis et ces premiers avis, les utiliser pour justement vendre plus facilement leur coaching. Parce que forcément, si je mets 50 avis de personnes positives sur mon mur Facebook avec des vidéos de personnes qui ont réussi, automatiquement, une personne qui passe par là pourrait être intéressée. A contrario, Totalement. si j'ai une personne qui a un profil où il n'y a aucun avis entre les deux, mon choix va directement se tourner vers la personne qui a le plus d'avis. Voilà, c'est l'être humain, on est comme ça. Donc, pour moi, c'est une bonne opportunité. Après, c'est vrai que donc là, j'ai eu le moment où j'étais, voilà, où mon émotion était haute. Il y a eu les retombées de beaucoup de personnes qui étaient en physique, donc qui n'avaient pas les mêmes codes que le digital, qui pensaient que ça allait se faire comme ça très facilement. Des personnes qui ont repris leur activité, donc qui ont complètement abandonné le coaching. Ok. J'en ai aussi. Donc ça a été un peu le côté négatif. C'est le côté, voilà, où, OK, Systemio, c'est bien, ça te rapporte beaucoup de clients, mais du coup, tu passes beaucoup de temps et tu as beaucoup de personnes qui arrêtent à ce moment-là. Mhm. Et Ça, tu n'avais pas forcément le contrôle vu que tu n'es pas sur ça il n'y a le pas chef forcément de d'entreprise. contrôle. C'est C'est ça. pas toi qui peux faire les relances, les garder motivés, etc., quoi. Bah, c'est un peu à moi de le faire en tant que coach, mais c'est vrai que c'est un lien où Systemio reste toujours au cœur. C'est-à-dire Mhm. qu'il y a un souci, au lieu de dire bah, tiens, Pierre, c'est vrai que cette partie-là, je n'ai pas trop compris, c'est directement, ils vont dire à Systemio bah, tiens, Pierre, ah, bah, je n'ai pas trop compris cet aspect-là. Voilà, donc Systemio va toujours rester le cœur un petit peu de cette activité. Donc, ça a été un des côtés, on va dire, pas négatif, mais un inconvénient que j'ai eu quand ça arrivait, c'est que j'ai eu beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, il y a eu ces différentes choses qui sont passées. Mais aujourd'hui, Systemio, ils font beaucoup de choses pour pouvoir justement émotionnellement, moi surtout, pouvoir travailler sur cet aspect-là. Ils ont Ok. pris un coach qui a travaillé pour Mathias Mazur. Donc, il a coaché, je crois, plus de 20 personnes, enfin plus de 20. Il a géré une équipe de plusieurs coachs, etc. Donc, émotionnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est un aspect qu'on pense. Voilà, on ne réfléchit pas forcément. On dit c'est simple, je vais créer un produit, il va se vendre et hop, c'est bon, j'ai fait de l'argent. Mais on oublie très rapidement ce côté émotion, ce côté gestion des émotions, ce côté de OK, moi j'ai la technique, c'est sûr et certain. Par contre, le côté savoir-être, c'est une autre chose et c'est une chose qu'il faut développer en tant que je ne suis pas coach professionnel. Voilà, moi je me définis plus comme un, comme un consultant, on Consultant. va dire, voilà, plus qu'un coach. Mais c'est vrai que sur cet aspect-là, Systemio m'ont beaucoup apporté. Donc pour moi, voilà, le côté positif, c'est qu'on t'apporte beaucoup de clients, on te forme au quotidien,
on t'apporte des astuces pour évoluer dans ton activité. Tu es libre de prendre le nombre de personnes que tu veux. Là, depuis mai, je n'ai pas pris de clients de Systemio, par exemple. Donc, et là, si demain, j'envoie un message au closer en lui disant que je repars, il peut m'envoyer des personnes. Donc, c'est vrai que d'un côté, on va avoir ce point négatif où on ne va pas être le gérant de toutes ces personnes-là et de tout le flux qu'on peut avoir. Mais le point positif, c'est qu'on est accompagné, qu'on a des clients qui arrivent au quotidien et qu'au fur et à mesure, On a eux une aussi structure. s'améliorent. C'est ça. Et eux aussi s'améliorent. Euh, je, je pense à Alexandre, qui est une personne avec qui on a une bonne relation aujourd'hui, le closer. Euh, Lui, par exemple, au fur et à mesure, lui aussi s'améliore. Donc, automatiquement, en s'améliorant et en continuant de se former au quotidien, il va commencer à pouvoir cerner des profils de plus en plus intéressants, de plus en plus engagés. Et donc, maintenant, forcément, c'est un plaisir qui est plus élevé qu'au moment où c'était un peu le rush, on va dire, où j'avais beaucoup, beaucoup de coachés. Ok. Donc, encore une fois, ça peut être intéressant selon votre profil. J'imagine que ça t'a mis en confiance aussi d'avoir des clients, d'avoir des résultats avec eux, de pouvoir C'est ça. tester des choses. Souvent, ça aide. Et il y a beaucoup de personnes qui se lancent, par exemple, dans le coaching. Alors, pour le coup, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, tu vois, parce que moi, je vends du high ticket. La majorité du temps, c'est du coaching, du consulting. Mais je connais des personnes qui rentrent dans le coaching et dès le premier coaching, elles détestent ça, tu vois. Ou elles vont prendre les premiers clients et ils ont la peur au ventre à chaque fois qu'ils vont avoir un nouveau client, etc. Parfois, c'est que vous n'êtes pas fait pour, ou bien que vous n'avez pas encore la confiance nécessaire pour développer sur cet angle-là, en tout cas. Et comme tu as dit, ça prend tellement d'énergie émotionnelle parce qu'il faut gérer toute la partie business, système, etc. Et comme tu l'as dit, en tant que consultant, on maîtrise cette partie-là, mais ces personnes-là ont des problèmes personnels. En tant que coach, on est souvent une personne à qui ils aiment se confier. Enfin voilà, il faut être présent pour eux. Bref, il y a énormément de choses à prendre en compte au-delà de la partie consultant, quoi. C'est ça. Ok, super retour parce que c'est pas un truc dont on parle souvent, donc tu fais bien d'en parler. Euh, donc là, aujourd'hui, tu as 20 ans, tu as à la fois la partie agence, à la fois la partie coaching. Sur la partie agence, comme tu l'as dit, tu délègues assez facilement. Donc, Ouais. c'est un truc que j'aimerais peut-être partager avec les personnes aussi. C'est que rapidement, il faut faire cette transition de je suis le technicien à je suis le chef d'entreprise. Est-ce que tu peux C'est ça. parler un petit peu de cette transition, comment toi tu l'as vécu? Alors, en fait, au début, c'est vrai que très rapidement, je me suis dit, OK, et je pense que c'est comme beaucoup de personnes, on se dit, OK, si on le fait nous-mêmes, on va gagner plus d'argent. Et ça, c'est sûr et certain. Quand je prends une prestation, aujourd'hui, je suis à peu près à 50% de marge. Quand je prends une prestation, si je le fais moi-même, automatiquement, je suis à 50% de marge en déléguant. En ne déléguant pas, je suis à 100%. Donc, c'est vrai qu'on a vite cet avis de se dire, OK, je vais m'en occuper, comme ça, je vais prendre plus de bénéfices. Mais le souci, c'est que quand on s'enferme dans la technique, on n'a pas que ça à gérer en fait. On a à gérer aussi la prospection. On doit gérer également la partie relation client parce qu'un client, quand on lui fait un site, généralement, par exemple, il ne va pas dire ah ben, c'est parfait du premier coup. Donc ça, c'est une chose aussi qu'il faut gérer. L'administratif. L'administratif, la comptabilité, il y a tout ça à gérer. Et quand on commence à s'enfermer dans le coaching, très rapidement, dans la prestation de service, en se disant on va le faire nous-mêmes, automatiquement, on va se plafonner au bout d'un moment parce que soit on va vouloir profiter plus de la vie parce qu'on commence à avoir de l'argent et donc on va arrêter un petit peu on va travailler moins d'heures et automatiquement on va gagner moins d'argent. Soit on va travailler d'arrache-pied, on va se dire ok, toute la journée de mon ordinateur, je vais travailler, je vais travailler, je vais travailler. Et au bout d'un moment, ben, ça va être pas un burn-out, mais ça va être un ras-le-bol en fait de la technique et l'argent n'évoluera pas. Alors certaines personnes, eux, c'est ce qu'ils recherchent. Voilà, ils recherchent juste à faire 2 000 – 3 000 euros par mois et ça leur suffit amplement. Ils n'ont pas besoin de plus et le fait de le faire par eux-mêmes en 2 – 3 clients, c'est fini. Parce que quand je vends un site entre 1 700 et 2 000 euros, automatiquement, si j'en développe 2, je fais 4 000. Donc 2 sites, c'est assez rapide. Mais si on veut aller plus loin, il est obligatoire de déléguer et le plus rapidement possible parce que c'est vrai qu'après, plus on attend et plus on perd de temps finalement. C'est vrai que je pense que ça, c'est un des facteurs que je recommanderais à une personne qui veut se lancer dans une agence, c'est de déléguer. Alors, peut-être pas dès la première, déléguer dès la première commande parce que c'est bien de se faire un peu de tester un petit peu, de, de voir ce qu'on est Comprendre, capable. ouais, comprendre comment ça marche dans. Voilà, comment ça marche. Une personne qui n'a jamais testé Facebook Ads,
comment il peut parler des résultats qu'il a obtenus à son client s'il ne connaît même pas les termes qu'on peut utiliser avec Facebook Ads. Également, se renseigner sur tout ce qui va être, si on veut déléguer mais qu'on ne connaît pas toutes les nouveautés de Facebook, tout ce qui se passe sur Facebook ou sur Google ou autre, c'est très compliqué. Là, je crois que récemment, Facebook, on dit que maintenant, les pages qui avaient un ratio inférieur à 2, maintenant, alors qu'avant c'était 1, vont se faire, vont se faire Ouais, se bloquer. bannir ou ouais. Ouais, bloqué. Euh, une personne qui ne le sait pas, s'il se fait bloquer son compte, il va se dire mince, pourquoi le compte a été bloqué. Voilà. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est plus simple de faire ses premières commandes seul, de faire un peu les armes dessus et ensuite déléguer à plusieurs personnes. Ne pas se focaliser sur une personne, tester plusieurs personnes pour trouver la bonne personne. Mhm. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de prestataires. J'en ai trouvé un qui est très, très bien. C'est une personne qui a un bac+5 en ingénierie web, je crois. Donc, il est un peu polyvalent dans le graphisme et dans le développement web. Et donc, c'est une personne sur qui je peux compter. Et il m'a fait de très beaux sites pour moi personnellement. Donc, maintenant, je sais qu'il va faire du bon boulot pour mes clients. Ok, donc il y a quand même une énorme courbe d'apprentissage. Il faut qu'on précise pour les gens qui nous regardent. Si vous lancez votre agence web demain, la première chose que vous allez faire, c'est pas déléguer. Il y a une très grande importance à monter en compétences par vous-même. Donc c'est important de se former. Enfin, j'imagine que tu as passé des heures et des heures à te former toi aussi. Je crois que j'ai calculé la dernière fois, ça c'est marrant. J'ai calculé la dernière fois, je crois que je suis à peu près à 12 ou 13 000 euros de dépensés dans ma formation. Ok, à 20 ans. Ce qui est quand même assez ouf. Mais c'est nécessaire parce que si tu ne montes pas en compétences, que ce soit sur toutes les parties techniques, mais aussi ça peut être sur l'administration, ça peut être le coaching, ça peut être se faire aider, comme on disait tout à l'heure, sur la partie émotionnelle, casser des blocages, etc., vous n'arriverez pas à monter les échelons. En fait, vous devez devenir une personne différente pour atteindre des résultats différents. Et tout ça, ça se fait au travers des compétences et de qui on est, l'évolution en mindset. C'est ça. Donc, il y a une courbe d'apprentissage qui est élevée, mais une fois qu'on passe cette courbe, là aujourd'hui, si tu devais passer d'une agence où tu as 3 personnes aujourd'hui en dessous de toi à une agence où tu en as 10 ou une agence où tu en as 20, finalement, la marge de progression, elle est plus si grande. Je pense que tu peux assez facilement scaler ça, quoi. Ben, totalement, parce que du coup, tout le temps qu'on a maintenant, tout le temps que j'ai, là pour l'instant, j'ai 2 sites qui sont en création. Pendant que mon développeur web parle, ben, on est ensemble. Après, je vais avoir mes coachings. Donc, c'est ça en fait qui est. Donc, moi, j'ai les coachings, mais c'est ça qui est bien, c'est que forcément et automatiquement, quand on enlève toute la partie technique, il ne nous reste que la partie prospection. Mhm. Donc, on peut rentrer 5, 6, 10 clients par semaine. Il n'y a aucun souci parce qu'on sait qu'on a l'équipe qui va gérer derrière. Donc ça, c'est pour ça que ça va être plus simple après de scaler parce que toute la partie technique, on va la supprimer. Un site aujourd'hui va me prendre peut-être 5, 6 heures. Je vais passer peut-être 5, 6 heures. Si j'estime mon taux horaire à 250 euros par heure, automatiquement, c'est plus facile pour moi de déléguer que de passer ces 6, 7 heures à travailler sur mon site internet et à ne pas développer mon activité en cherchant d'autres clients. D'où l'importance de demander cher. Parce D'où l'importance. qu'on voit beaucoup une guerre. Là, tu parlais par exemple pour un site internet. Je ne sais pas combien tu vends tes sites internet aujourd'hui, mais pour la majorité des gens, c'est la course vers le bas. C'est-à-dire, mon voisin vend son site internet, la création de site internet 500 euros, je vais le vendre 450 et l'autre va le vendre 400 et on va passer à 350. Et c'est ridicule parce que du coup, on s'enferme encore une fois dans la technique parce qu'on n'a pas les moyens de déléguer, on n'a pas les moyens d'engager des gens pour la prospection, pour se faire connaître côté publicité. Enfin voilà, il y a tellement de choses. Et on sous-estime beaucoup combien on a vraiment besoin de gagner pour bien vivre. Je pense que tu es d'accord avec ça. Euh, Totalement. tu disais tout à l'heure, si tu gagnes 700 euros par mois, tu ne peux pas vivre, en tout cas pas convenablement. Et je pense que même, je dirais en dessous de 3000, 3500, si on compte, il va falloir que tu payes des charges, il va falloir que tu payes tout ça. Tu survis, quoi. Tu es encore en mode survie. C'est vrai, après, c'est vrai que voilà, et puis, je dirais que pour déléguer, par contre, ce que tu as dit, c'est totalement vrai. C'est-à-dire que les personnes, généralement, je le vois, des personnes qui vendent des sites à 200, 300 euros, je me dis, OK, s'ils veulent faire 2000 euros, il faut qu'ils vendent 6 sites. Alors que moi, c'est le prix que je vends un site en fait. Et beaucoup de personnes me disent, OK, Pierre, mais comment tu fais pour vendre des sites aussi chers alors que la majorité vendent moins cher? Tout simplement, encore une fois, c'est tout l'aspect que je vais créer autour, tout l'univers que je vais créer autour. C'est-à-dire que quand on va acheter un de mes sites, il va être optimisé SEO.
il va y avoir une formation pour apprendre à utiliser le site, comment faire pour poster un article, comment faire pour modifier un titre si un jour la personne modifie un titre. Et donc, toute cette valeur ajoutée que j'ajoute à un site internet classique fait que je peux vendre plus cher. Tu vois un écosystème, pas uniquement la partie Voilà. site toute Voilà, simple. la partie site internet, c'est bien d'avoir un site internet, mais si tu n'es pas visible avec ton site internet, si tu as tu peux avoir le plus beau magasin, si tu es en plein milieu de la Creuse, tu n'auras jamais de clients, c'est sûr et Ouais. certain. Donc, c'est pour ça, voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et je dirais que quand on veut déléguer, au moment où on sent qu'on est prêt à déléguer, c'est important de faire une transition aussi. C'est la transition de société. Moi, j'étais en micro-entreprise depuis mars 2018 et en juillet 2020, je suis passé en SAS, enfin en SASU, parce que si on délègue en micro-entreprise, on est mort. Ça a été mon problème, on est mort. Ok. Parce que quand on fait 10 000 euros de chiffre d'affaires comme j'ai pu faire en juillet, me semble en plus, quand on fait 10 000 euros, qu'on a par exemple 50% de charge, on se retrouve avec 50% pour le prestataire, on se retrouve à 5 000 euros net, Mhm. moins 20% des 10 000, donc on enlève 2 000, il ne nous reste plus que 3 000. Alors pourtant, on a fait quand même voilà, Ah bon, ça. un bon CA. Avec la SAS, c'est vrai qu'on va avoir des avantages qui vont faire que vu qu'on va maintenant être imposé sur le bénéfice, non plus sur le Sur ton chiffre CA. d'affaires, automatiquement, on va diminuer les coûts et c'est là où ça devient intéressant. Donc, je pense qu'une personne qui commence à avoir des résultats aujourd'hui, s'il y a une personne qui nous regarde, qui commence à avoir des résultats avec son agence et qui veut déléguer, qui tourne 2, 3, 4 000, 5 000 euros, il est important de faire cette transition, même si des fois on a l'impression qu'on se fait manger un petit peu en faisant cette transition, que ce soit pour le salaire ou pour ce qu'on va se prendre, etc. Pour moi, c'est quand même obligatoire pour vraiment avoir déjà forcément, quand on se présente comme une société, c'est déjà beaucoup plus parlant, premièrement. Bien Et sûr. deuxièmement, c'est surtout au niveau du développement, c'est plus simple. Parce que si on même 1 000 euros de plus, ça fait toujours 1 000 euros de plus en budget publicitaire, par exemple. Mhm. Ouais, c'est Donc, quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. Aujourd'hui, on est beaucoup focus, en tout cas dans le business Internet, sur le solopreneur, la personne qui est toute seule chez elle à faire son petit truc et qui gagne ses 3 000 euros. Euh, il va falloir évoluer dans cette vision si vous voulez survivre. Parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. C'était assez facile il y a quelques temps. Maintenant, si on regarde les success stories du business en ligne aujourd'hui, ce pas des gens tout seuls. C'est des gens qui ont une équipe derrière eux, côté multimédia, côté acquisition. Enfin voilà. Et plus vous avez la possibilité de déléguer, enfin voilà, toi comme moi, on a aujourd'hui une force de frappe avec les gens autour de nous qui nous permettent dans la journée de créer des pages de vente, créer un site internet, créer ci, créer ça, pendant que les autres vont mettre des semaines, voire des mois à le faire, quoi. Et, c'est ça. et tu parlais enfin, en mode SASU, donc tu vas être à la fois taxé sur ton salaire. Donc le but, c'est de te mettre un minimum de salaire pour pas avoir à payer trop, C'est mais ça. aussi sur tes bénéfices. Donc il y a aussi une bonne gestion d'entreprise pour faire en sorte de ne pas forcément avoir des bénéfices trop élevés, d'avoir des investissements, de savoir gérer ça. Et c'est un tout autre délire qu'en tant que solopreneur, quoi. C'est ça. C'est d'autres compétences. Voilà, c'est d'autres compétences, mais c'est presque obligatoire, même obligatoire pour se développer. Mhm. Euh, je pense que pour atteindre 10 000 euros, on peut rester en micro-entreprise. Mais encore une fois, ça dépend aussi si on, est 10 000, si on fait 10 000 euros dans du coaching où on ne délègue pas. Ouais. Bon, on va perdre 20%, mais on se retrouve quand même avec 8 000 euros de bénéfices. Mais quand on veut commencer à faire de la prestation de service et déléguer ça, c'est intéressant très rapidement de passer en société pour avoir comme tu dis, une force de frappe qui va être plus élevée avec des charges qui vont être moins élevées sur le fait de déléguer. Et donc, automatiquement, de pouvoir investir plus dans d'autres prestataires, dans des commerciaux, pourquoi pas aussi voilà, dans différentes méthodes qui nous permettront de nous développer et d'obtenir plus rapidement et atteindre plus rapidement les 20 000, les 30 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Je reviens sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Je pense que ça a une grosse importance aussi pour tous ceux qui nous regardent. Tu parlais de l'avatar, de la maîtrise de ton avatar et qu'au début, tu n'avais pas forcément quelqu'un de clair à qui parler. Est-ce que c'est quelque chose qui est extrêmement important ou pas? Pour moi, oui. Ok. Parce qu'au début, je me suis retrouvé à prendre un peu tout le monde. Tu veux créer un business, tu veux créer une boutique, ok, je te prends. Tu veux créer ci, ok, je te prends. Et donc, le problème, c'est que je me retrouvais avec tellement de personnes différentes, tellement de profils différents, que finalement, ça devenait compliqué parce que pour créer une boutique,
On ne peut pas être expert dans une boutique, dans de la formation, dans du coaching. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc déjà, le fait de définir son avatar va nous permettre déjà de savoir à qui on s'adresse. OK, est-ce qu'on s'adresse déjà aux coachs? Est-ce qu'on s'adresse aux coachs qui ont déjà une activité ou qui ont une activité en création? Et au fur et à mesure, je ne peux pas dire qu'on peut avoir un avatar comme ça en se disant OK, donc mon avatar, c'est ça, 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 et on lance l'entreprise. Parce qu'au fur et à mesure, ça On va le augmenter. raffine. Voilà. Moi, au début, c'était les personnes qui débutent. Aujourd'hui, beaucoup plus, je me tourne vers les personnes qui ont déjà une activité, qui tourne à 1000, 2000, 3000 euros et qui souhaiteraient doubler, tripler leur chiffre d'affaires parce que je trouve que c'est un avatar qui me correspond plus. Et ça, je l'ai défini au fur et à mesure. Voilà, Ah, et parce automatiquement, que j'ai tu as évolué en termes de compétences et tout, quoi. aussi également. Donc ça, voilà, l'avatar type, c'est quelque chose qu'on va développer dans un premier temps et qui, au fur et à mesure, va s'améliorer suivant nos compétences et également suivant nos envies. Parce que des fois, on va avoir des envies qui vont être différentes au fur et à mesure des mois qui passent. Et donc, pour moi, c'est super important. Ça nous permet vraiment de savoir à qui on s'adresse. Et automatiquement, quand la personne réceptionne le message comme il faut, elle va être beaucoup plus touchée émotionnellement qu'une personne voilà, si on s'adresse à ci, à ça, aux personnes qui sont salariées, aux personnes qui sont sans emploi, aux personnes qui sont étudiants. Automatiquement, les personnes ne vont pas être réceptifs au message qu'on veut lui faire passer. Donc, pour moi, c'est important pour cet aspect-là. Plus on est clair sur notre avatar, plus notre message marketing passe facilement, quoi. Et plus on peut vendre cher aussi. Aussi, parce que du coup, les gens sont prêts à payer plus pour quelqu'un qui est spécialisé dans ce qu'il fait, enfin, dans la thématique, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce que tu veux, si tu veux qu'on termine là-dessus, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager peut-être pour les personnes qui seraient plus jeunes que toi ou qui ont à peu près ton âge sur voilà, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent se lancer? Est-ce qu'il faut se lancer tôt? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce que tu as des messages pour eux à faire passer? Alors, pour moi, si on est jeune, c'est un avantage que beaucoup de personnes regrettent aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes que je coach ou autres qui ont la trentaine, la quarantaine et qui regrettent ne pas s'être lancés avant. Parce que plus on se lance jeune, plus on peut faire des erreurs et plus on peut avancer vers la réussite au bout d'un moment. C'est-à-dire que moi, dans ma vie entrepreneuriale, je ne peux pas dire que je n'ai pas fait d'erreurs. J'en ai fait des milliers, que ce soit dans la relation client, que ce soit dans la gestion de ma comptabilité, dans la gestion de ci, dans la gestion. On fait tous des erreurs. Sauf que quand on est jeune, automatiquement, ça nous laisse plus de temps pour rattraper cette erreur-là. Et donc déjà, première chose, c'est se lancer le plus tôt possible. Même si tu as 16 ans, à 16 ans, je vendais déjà des sites internet, j'avais un ami développeur web, hop, moi j'avais le côté commercial, on vendait des sites internet. Donc voilà, forcément, on peut se lancer très jeune. Et c'est même pour moi une chance de pouvoir se lancer aussi jeune. Quand on a 16, 17, 18 ans, si on se lance, voilà, automatiquement, généralement, en plus, ça va être plus simple pour eux parce que c'est Oui, quelque chose, beaucoup de personnes ont Internet est grandi. assez. Ouais. Voilà. Beaucoup de personnes ont grandi comme moi dans le digital, donc forcément, pour nous, c'est plus simple de compréhension et voilà, on a plus rapidement ce côté à OK, ça passe, ça fonctionne comme ça, donc je peux l'exploiter de cette manière-là. Donc pour moi, une personne qui est jeune, c'est une personne qui a beaucoup d'avantages à se lancer maintenant. Et il ne faut pas avoir peur par rapport à l'âge. Ce que les personnes vont juger, c'est les compétences et non pas l'âge. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré des problématiques Ouais. liées à ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour y pallier finalement? Alors, ça, j'en ai eu. Beaucoup de personnes. Ah, tu as 20 ans. Ouais. Là, ah, là, tu peux Alors, avoir l'âge de ma fille. comme tu Tu l'as vois. dit, comme tu l'as dit juste avant, c'est les personnes les plus qualifiées pour parler des réseaux sociaux, quoi. C'est pas des personnes. Tu as 50 ans, tu me parles des réseaux sociaux, je vais avoir un gros doute sur tes compétences, tu vois. Alors C'est que tu ça. dis, j'ai 20 ans, je passe mes journées sur Instagram, je suis expert en Instagram, je te crois à 100%, il n'y a pas de souci. Donc, après, bon, voilà, j'ai eu des clients qui étaient très, très doués à 30, 40 ans parce qu'ils sont dessus tout le temps, des informaticiens, des community managers, etc. Mais c'est vrai que généralement, la réflexion qu'on peut avoir quand on est jeune, c'est ah, tu peux avoir l'âge de ma fille ou l'âge de mon garçon. Donc, ça, oui, j'en ai eu pas mal. Mais ce qu'il faut montrer et prouver, c'est que, alors, dans mon cas, c'était Systemio qui me les avait plus ou moins envoyés. Donc, j'ai simplement montré qu'aujourd'hui, ils ont payé pour avoir une prestation. Cette prestation, moi, je suis capable de les aider. S'ils ont un problème sur mon âge, pas de souci, je peux comprendre. Ils peuvent changer de coach, il n'y a pas de souci. Par Mais contre, tu es ils savent capable que de délivrer, quoi. voilà, s'ils restent avec moi, ils savent qu'ils auront la valeur, ce pourquoi ils ont payé finalement. Et j'ai une cliente comme ça qui avait un très très mauvais a priori par rapport à mon âge. Et aujourd'hui, elle dit merci Pierre, voilà, on a une bonne relation, etc. Parce que
on est passé outre l'âge. L'âge, c'est sûr que c'est important. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont avoir plus d'expérience professionnelle. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut juger, c'est les compétences, tout simplement. Totalement. Voilà. Donc, Totalement. voilà, une personne qui est jeune, elle peut avoir des critiques à ce niveau-là, mais il faut qu'elle passe outre et qu'elle montre qu'elle est compétente. Si elle montre qu'elle est compétente, automatiquement, au bout d'un moment, elle aura une personne qui sera prête à l'écouter, prête à écouter ce qu'elle a à lui dire, à lui montrer ce qu'elle a à lui montrer. Et automatiquement, ça lui permettra de lui faire confiance et d'avoir son premier client. Ok, j'ai encore juste quelques petits trucs pour toi. Tu parlais des jeux vidéo et je sais que c'est un thème qui revient souvent chez les jeunes. Souvent, enfin, moi j'ai été comme ça aussi, hein, des heures enfin, j'ai joué des milliers d'heures à Call of. Hein. Ma première chaîne YouTube, j'ai genre 350 vidéos de Call of. Voilà, pour info, personne ne le sait jusqu'à maintenant. Mais c'est un truc dans lequel on se voit livrer finalement une mission et dans lequel on est très investi. Quand on est, alors je ne sais pas toi à quoi tu jouais, mais souvent quand on joue aux jeux vidéo, on nous donne une mission dans le jeu et les jeunes y passent du temps parce qu'ils ont quelque chose vers quoi aller. Tu vois ce que je veux dire? Et quand ils font la transition vers l'école ou vers le salariat, bah souvent il n'y a pas une mission qui est liée à ça. C'est pour ça qu'il y a une transition intéressante à faire de je joue aux jeux vidéo et je suis bon en plus là-dedans et j'ai une mission là-dedans à je me crée une mission dans la vie et j'y travaille comme je travaillais sur mes jeux vidéo. Enfin, j'y mettais les efforts finalement dans une mission entrepreneuriale ou salariale. Tu vois. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est un message à passer. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, alors beaucoup plus forcément de parents par rapport aux enfants, qui vont avoir un a priori sur les jeux vidéo. Moi, mes parents, ils ont jamais été contre. Même mon frère aujourd'hui, il joue beaucoup. Pour eux, c'était tant que tu te lèves le matin, que tu vas en cours, nous, on s'en fout de ce que tu fais ce que tu veux. Voilà, il faut simplement que tu aies des bonnes notes, forcément. Et que, donc moi, en cinquième, ça m'arrivait à me coucher à 2 heures pour me lever à 7 heures, ensuite pour aller en cours. Mais pour eux, c'était OK. Du moment que tu fais ce qu'on te demande de faire, nous, il n'y a pas de souci pour faire ce que tu as envie de faire. Okay. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des a priori sur les jeux vidéo. Oui, ça renferme. Oui, ça. Pour moi, les jeux vidéo, c'est ce qui, aujourd'hui, m'a permis d'être là où j'en suis. Okay. Vraiment et concrètement. Parce que ça m'a permis de développer mes compétences, que ce soit dans la création de serveurs. Moi, je jouais beaucoup à Minecraft à l'époque. Donc, moi, je créais beaucoup de serveurs sur ce jeu. À 14 ans, j'ai fait 400 € en un mois, tu vois, pour te dire sur ce jeu-là. Mon petit frère fait ça aussi. Voilà, tu vois, parce que, et du coup, quand on crée un serveur Minecraft, ça demande quoi? Ça demande du HTML, ça demande du CSS, ça demande du Java, ça demande de la gestion de communauté, parce que quand tu as des joueurs, il faut gérer les joueurs. Ça demande du SAV, parce qu'il faut gérer les conflits qu'il peut y avoir avec des joueurs ou avec des achats. Et toutes ces compétences-là, beaucoup de personnes ne les ont pas à 18 ans. Moi, je les ai eues à partir de 13-14 ans. Parce que c'est quelque chose qui permet d'être autonome très rapidement. Parce que ça nous demande des compétences. Parce que ça nous demande, comme tu dis, de trouver sa mission, de se dire, OK, je vais créer mon serveur, comment je dois faire pour… Ah, bah tiens, j'ai des solutions. Ouais. je ne peux pas payer. Comment faire pour trouver une personne qui va m'aider à payer? Tu vois? Donc, c'est beaucoup de choses comme ça, c'est beaucoup de débrouille. Et cette débrouille, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, et à 18 ans surtout, d'avoir cette vision entrepreneuriale, premièrement. Et deuxièmement, de me dire, OK, comment me débrouiller dans la vie pour atteindre mes objectifs? Et ça, beaucoup de personnes voilà, qui vont en soirée, on ne développe pas forcément, un peu comme on pourrait dire le foot. Le foot, ça développe un esprit d'équipe. Voilà, c'est des choses comme ça, sauf qu'on va généralement avoir moins d'a priori sur le foot que sur les jeux vidéo. Alors que c'est une activité extrascolaire comme une autre finalement. Tu pourrais faire de la poterie, tu y apprendrais des choses. Enfin, il y a la partie école où on va apprendre la partie, on va dire, théorique, apprendre à mémoriser, des trucs comme ça si tu veux. Après, toute la partie, OK, on est dans l'action, il faut trouver des solutions et on a finalement… Enfin, moi, j'ai trouvé énormément de compétences, en tout cas dans les jeux vidéo. Donc, je vais te poser une dernière question. Je sais que tu es en coaching après, donc je ne vais pas prendre plus de ton temps. Tu disais tout à l'heure que tu étais en quelque sorte timide, hein, et je l'ai été aussi. À quel point est-ce que c'est important d'avoir des bons skills en communication? Alors, on va dire que pour moi, j'étais un grand timide parce que, voilà, c'est vrai que quand on est jeune, on va dire, on va pas se cacher, le monde des jeunes est un peu cruel. Donc, ça, forcément, ça améliore la timidité. Les jeux vidéo ont fait que j'étais très à l'aise à l'oral, très rapidement, sans me montrer, mais à l'oral, comme ça, m'exprimer. J'étais très à l'aise, parce que c'est ce que je faisais au quotidien. Parce qu'automatiquement, voilà, j'étais au micro comme ça, en train de communiquer avec les autres qui jouent avec moi, etc. Donc forcément, j'ai très rapidement été à l'aise à l'oral à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'en public,
j'avais quelques craintes. Voilà, j'étais un peu stoïque, etc. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un déclencheur. Peut-être à force de me former, je me forme beaucoup, comme j'ai pu expliquer auparavant. Donc, c'est peut-être ça qui m'a aidé. Mais au fur et à mesure, ma timidité, je l'ai laissée de côté. Aujourd'hui, je suis plus timide à aller parler à quelqu'un en individuel que parler devant 100 personnes devant moi. Ok. Tu vois, quand j'étais Ouais. en cours, parler avec une personne que je ne connaissais pas, ça me stressait un peu. Par contre, aller devant et parler devant 30, 40 personnes, ça ne me gênait pas. Ok. Donc, très rapidement, d'ailleurs, même à un moment, j'avais pour objectif je voulais être conférencier. Tu vois, pour te dire, tellement que j'aimais parler, j'aimais transmettre à travers une scène et avec plein de personnes qui me regardent, etc. Ça ne me gêne pas du tout. Donc, cette timidité, j'ai réussi à l'enlever. Et je pense que ce qui a fait que j'ai enlevé ma timidité, c'est parce que j'en étais un peu obligé. J'ai dû sortir de ma zone de confort parce que je me suis dit, comme tu dis, la communication, c'est quelque chose qui est super important. Quand on veut promouvoir son entreprise, quand on veut promouvoir ses produits, c'est ultra important. Et donc, automatiquement, moi, je me suis dit, OK, si je reste timide, je n'aurai pas de vente, je n'aurai pas de clients. Donc, il faut que je sorte de Donc, tu es ça. passé à l'action, quoi. Donc, je suis passé à l'action. Je me suis entraîné. Je n'ai pas raconté, mais j'ai également été closer pour une personne qui commence à un peu à évoluer dans le monde du marketing, commence à se faire connaître. Je vois sur des publicités sur YouTube Pascal Maffre, Ok. qui vend des coachings high ticket dans le domaine du dropshipping. Donc, moi, j'étais closer pour lui. Et déjà, lui m'a beaucoup aidé dans la façon de closer, donc automatiquement closer, m'exprimer. Donc, Mhm. c'est vrai que voilà, ça a été aussi, Et en fait, ça a été un écoutez, mélange de deux axes. et Un, sortir écoutez ma zone aussi. de Ouais. confort, écouter aussi, effectivement. Sortir ma zone de confort et d'un autre côté aussi, avoir des opportunités qui m'ont permis de me développer. Dans le sens où, voilà, acheter des formations, travailler avec des personnes qui m'ont aidé à ce niveau-là. Euh, donc, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, à l'oral, j'ai plus trop de problèmes à m'exprimer. Le message, c'est la confiance vient de la compétence. Donc, plus vous allez le faire, passer à l'action et tester, et voilà, plus vous aurez confiance en vous sur ces points-là, quoi. Totalement. Ok. Bah écoute, je vais te laisser là, Pierre. Je vais te laisser rentrer en coaching. Merci beaucoup pour les messages que tu as pu faire passer. Enfin, je pense que ça aidera beaucoup des personnes qui nous suivront. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent te suivre, suivre ton parcours? Alors, principalement sur Facebook. Pour l'instant, je suis principalement sur Facebook. Je souhaite et je vais développer ma chaîne YouTube très prochainement. Ok. Euh, mais principalement sur Facebook, Pierre Vergeot, tout simplement. Ils peuvent m'envoyer un message s'ils ont des questions par rapport à ce que j'ai pu expliquer pendant cette petite heure. S'ils ont des questions sur le fait d'entreprendre jeune ou sur le fait de déléguer ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Ils peuvent venir me poser une question et je me ferai un plaisir de répondre à ta communauté. Cool. Bah, merci en tout cas, Pierre. Merci à toi.